Bonjour chers étudiants. On est sur la 4e séance de notre cours de technique d'investissement dans lequel on va présenter les critères de choix d'investissement en avenir aléatoire. En situation d'incertitude, certains événements sont connus mais leur réalisation n'est pas certaine alors que d'autres sont inconnus. Nous avons vu dans la séance précédente en avenir incertain, c'est-à-dire ce cas des événements qui ne sont pas connus complètement. Donc, dans le cas des premiers, il est possible de leur attribuer une probabilité d'occurrence parce qu'ils sont scientifiquement connus. C'est ce que nous allons voir pour cette séance. Alors, la prévision des cash flows peut être réalisée à partir de plusieurs hypothèses relatives à l'environnement. Ainsi, généralement, on établit une hypothèse optimiste, une hypothèse moyenne et une hypothèse pessimiste, et c'est ce que nous avons vu dans l'environnement incertain. Et à travers ce cas, on applique certains critères et on fait le choix selon ces critères. À chacune de ces hypothèses correspond une série de cash flow, c'est-à-dire le calcul de la vanne, à partir de laquelle on applique les différents critères d'évaluation, tels que nous l'avons vu dans la séance précédente. Donc, vous pouvez voir la capsule de la séquence précédente pour ces cas. Si dans le cas de l'hypothèse pessimiste, le projet s'avère rentable, il peut alors accepter son problème car le risque devient alors très faible. Donc déjà, si on est dans une situation pessimiste et on détermine que le projet est rentable, dans ce cas-là, le risque il est faible, est très faible, et par conséquent, on peut choisir le projet sans aucun problème. Dans le cas contraire, la décision dépend du degré d'aversion pour le risque du décideur. Donc, les décideurs il y en a des types, ceux qui préfèrent prendre plus de risques pour augmenter leur rentabilité, ceux qui peuvent se contenter d'une petite rentabilité ou d'une faible rentabilité, mais en réduisant également le risque. Mais cette analyse peut être affinée en recourant aux probabilités. C'est ce que nous allons voir dans cette séance. Chacune des hypothèses pouvant être probabilisées. Dans ce cas, on peut calculer l'espérance mathématique, notée EVAN, et la variance et l'écart type de la vanne d'un projet. L'espérance mathématique peut alors représenter une mesure de la rentabilité du projet, tandis que la variance ou l'écart type permettra plutôt d'apprécier le risque que représente le projet. Néanmoins, le recours aux probabilités est selon que le cash flow sont ou non interdépendants, et c'est les cas que nous allons traiter avec des illustrations. Dans le cas des décisions uniques, donc, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque les variables, c'est-à-dire les cash flows, sont indépendants, l'espérance mathématique de la vanne est égale à la vanne des espérances mathématiques des cash flows. Voilà, l'espérance mathématique de la vanne, donc c'est moins l'investissement, plus les séries des espérances mathématiques des cash flows actualisées. Par la suite, selon le taux d'actualisation. Disposant de l'espérance mathématique de gain de projet, on peut ensuite en évaluer le risque par le calcul de la variance puis de l'écart type de la vanne pour approcher le risque. Voilà. La variance de la vanne est égale à la variance de moins i. Celle-là, je note que c'est une constante qui sera par la suite égale à 0 plus la variance des cash flows qui seront actualisés en multipliant par 2 à la puissance. Donc l'écart type de la vanne, c'est la racine carrée de la variance de la vanne. Et quand on compare des projets de montants différents, on peut mesurer le risque relatif de chaque projet en établissant le rapport qu'on appelle coefficient de variation. Et là, je mets l'écart type divisé par l'espérance mathématique qui va me donner une valeur. Plus il est grand, plus le risque il est élevé, plus il est faible, plus le risque il est faible également. Pour illustrer nos propos, nous passons à une application, soit de projets A et B, de même montant d'investissement 600 000 dirhams,
Et même durée de vie, 5 ans. Chaque année, on a la même distribution de probabilité pour les cash flows respectifs supposés indépendants du projet A et du projet B. Le taux d'actualisation est de 15%. Nous avons pour le projet A la probabilité liée à la réalisation du cash flow annuel. Donc, c'est les cash flows qui vont être réalisés dans une année et qui seront les mêmes pendant 5 ans. Voilà. Et la même chose pour le projet B. Vous avez les probabilités de survenance des cash flows et qui seront par la suite réalisés pendant 5 ans avec les mêmes montants. Le taux d'actualisation tel que nous l'avons présenté est de 15%. Donc, nous allons calculer pour le projet A l'ensemble des indicateurs, à savoir l'espérance mathématique et la variance et l'écart type de coefficient de variation. J'ai mis devant nous le tableau pour illustrer les calculs. Donc, la première chose qu'on va calculer, c'est l'espérance mathématique des cash flows, qui est la somme des probabilités multipliées par les cash flows réalisés, attribués pour chaque probabilité. De ce fait, je vais mettre 0,2 fois 100, 0,25 fois 250, 0,35 fois 300 et 0,2 fois 350. Voilà la distribution. Et par la suite, je fais mes calculs et je trouve que l'espérance mathématique des cash flows est égale à 257,50. Par la suite, je calcule l'espérance mathématique de l'aval. Donc, c'est moins I, voilà, espérance mathématique des cash flows qui seront actualisés selon le taux d'actualisation pendant 5 ans. Et nous avons dans ce cas-là que les cash flows qui vont être réalisés, c'est-à-dire leur espérance mathématique, est la même pendant 5 ans. Donc, je peux simplifier ma formule et présenter le calcul de cette façon. Donc, cette formule valable si les cash flows sont les mêmes pendant les 5 années. Donc, je mettrai la formule simplifiée suivante qui est égale à l'espérance mathématique des cash flows fois 1 moins 1 plus t à la puissance moins 5 divisé par t, qui est le taux d'actualisation. Je pose mes éléments de calcul, moins 600, on a dit 600 000 pour l'investissement initial, et l'espérance mathématique des cash flows multipliée par l'indicateur ou bien ce qui va nous permettre d'actualiser ces cash flows qui seront réalisés pendant 5 ans. Et voilà, l'espérance mathématique de l'aval est égale à 263,18. Toujours pour le projet A, le calcul des autres éléments, on va calculer maintenant la variance pour les cash flows pour calculer par la suite la variance pour l'aval. Donc, en mettant la formule, c'est sigma des probabilités de chaque élément multiplié par les cash flows propres de chaque année moins l'espérance mathématique de cash flow réalisé et par la suite on met à la puissance 2. Voilà la distribution des calculs. Vous savez, c'est par rapport à la première année, c'est 100, moins la moyenne 257 à la puissance 2 et je multiplie par la probabilité qui est égale à 2, à 0,2 plutôt. Et je fais la même chose pour les autres probabilités, pour les autres modalités. Et je calcule, je trouve que la variance des cash flows est égale à 7319. Donc celle-là, c'est la variance des cash flows. Maintenant, on va calculer à travers cette variance des cash flows la variance de l'aval, qui est rien d'autre que la variance des cash flows qui sera actualisée, mais en multipliant la puissance de l'actualisation par 2. Donc, c'est-à-dire à la puissance moins 2, moins 4, moins 6, moins 8 et moins 10. Donc, maintenant, je pose les éléments de mon calcul par rapport à chaque année et je fais mes calculs. Je trouve que la variance de l'aval est égale à 17 084,82. Par la suite, je fais sa racine carrée, je trouve l'écart type qui est égal à 130,71. Et par conséquent, le coefficient de variation qui est l'écart type sur l'espérance mathématique est égal à 0,49. Donc voilà l'ensemble des indicateurs que nous avons fait pour le projet A. Ce que nous avons fait pour le projet A, on va le répéter pour le projet B. Donc pour le projet B, je calcule l'espérance mathématique des cash flows de la même façon. Je trouve qu'il est égal à 275,5. Et par la suite, l'espérance mathématique de l'aval, comme nous avons fait pour le projet A,
je pose mes calculs, j'utilise la formule simplifiée et je calcule et je trouve que l'espérance mathématique de la vanne est égale à 323,52. Et je passe au calcul de la variance. Donc, sigma, la probabilité multipliée par les cash flows de chaque modalité, moins l'espérance mathématique des cash flows, tout puissance 2. Une fois que je mets les chiffres que j'ai, je passe au calcul, je trouve qu'elle est égale à environ 14 225, qui est la variance des cash flows. Par la suite, je pose les éléments de ma formule de la variance de la vanne et je fais attention que l'actualisation ici est multipliée par 2 par rapport à chaque terme et je pose mes calculs, je trouve qu'elle est égale à 33 205,57. Par conséquent, l'écart type de la variance est égal à 182,22. Et le coefficient de variation est égal enfin à 0,56. Nous avons maintenant les indicateurs du projet A et du projet B. On va les synthétiser de la façon suivante. Quand vous constatez l'espérance mathématique pour la vanne du projet A est égale à 263,18 et 323,52 pour le projet B. L'écart type est égal à 130,71 pour le projet A et 182,22 pour le projet B. Et enfin, le coefficient de variation, c'est 0,49 pour le projet A et 0,56 pour le projet B. Le projet B, donc dans notre synthèse, est plus rentable, mais il est plus risqué. Si l'investisseur a un objectif de sécurité, il choisira le projet A. S'il a un objectif de profit, il choisira le projet B. Donc, comme vous constatez, l'espérance, elle est faible, mais également le risque, il est faible. Si maintenant on est intéressé par la rentabilité au détriment du risque, je vais choisir le projet B. Si je fais attention au risque et par conséquent la rentabilité vient en deuxième lieu, donc le projet il est rentable, son risque il est faible par rapport au projet B, donc je choisirai le projet A. Les décisions séquentielles maintenant quand on parle des variables qui sont interdépendantes. Et dans ce cas-là, on va voir la dépendance, l'indépendance, la dépendance totale et enfin la dépendance partielle. La décision n'est pas toujours unique, comme nous avons vu précédemment, et peut apparaître sous forme de choix successifs alternant avec une série de conséquences possibles. Le décideur est confronté à plusieurs opportunités, chacune pouvant entraîner des événements différents auxquels il est possible d'attacher des probabilités de réalisation. Le décideur peut répondre à chaque événement au moyen d'une décision appropriée qui elle-même aura un certain nombre de conséquences, c'est-à-dire des événements également prévisibles et pondérables et ainsi de suite. Et la connaissance des probabilités associées à chaque événement et du résultat engendré par chaque opportunité, c'est-à-dire chaque décision, rend possible le calcul de l'espérance de gain associée à chaque décision. C'est le principe de ce que nous appelons l'arbre de décision. Enfin, un arbre de décision permet de représenter visuellement la série de choix successifs. Deux contraintes doivent être respectées. La contrainte d'exclusivité, c'est-à-dire les décisions doivent être exclusives les unes aux autres. Et les contraintes également d'exhaustivité, c'est-à-dire l'ensemble des décisions possibles, doit être envisagé. Donc, pour illustrer ce principe-là, nous passons à l'application suivante. Les cash flows d'un projet sur 3 ans dont l'investissement initial est 3 500 000 en milliers de dirhams peuvent prendre les valeurs suivantes. Le taux d'actualisation maintenant est de 10%. Vous avez pour chaque année, la première année, la probabilité et le cash flow qui varient d'une année à une autre. Et par conséquent, donc par exemple, dans la première année, nous avons une probabilité de 30% de réaliser un cash flow de 1000. Alors, et à 70%, nous avons une probabilité de 70% pour réaliser un cash flow des cash flows de 2000. Maintenant, en deuxième année, nous avons une probabilité de 40% pour réaliser un cash flow de 1200 et 60% pour réaliser
un cash flow, où il y a des cash flows de 2500. Pour la troisième année, 60% maintenant de probabilité pour réaliser 1000 et 40% pour réaliser 2500. L'arbre de décision, on va monter ensemble l'arbre de décision et vous suivez avec moi, comme ça on pourra la monter de façon séquentielle et par conséquent vous allez constater que c'est simple. Donc je pose devant moi les 3 années, la première, la deuxième et la troisième année, et je construis mon arbre de décision. Donc j'ai dans la première année, comme vous constatez, une probabilité de réaliser les cash flows de 1000 avec une probabilité de 0,3, c'est-à-dire de 30%. Après, maintenant, en deuxième année, qu'est-ce qu'il va constater? Soit je vais réaliser ça, soit je vais réaliser ça. Donc, c'est ce que nous allons voir. Et par conséquent, celui-là même de 0,4, il va être réalisé de cette façon suivante. C'est juste, je schématise pour simplifier. Et pour faire comprendre, voilà, 1200 avec une probabilité de 0,4, elle-même, elle est scindée en deux. 1000 est encore avec une probabilité de 0,6. Ensuite, entre la deuxième année et la troisième année, il y a une probabilité de 0,4 pour réaliser 2500. Ce que j'ai fait pour la deuxième année dans la première décision, je ferai pour la deuxième, avec une probabilité de 0,6, voilà, de réaliser 2500. Elle-même, il va être scindé en deux. Voilà, 1000 avec une probabilité de 0,6 dans la troisième année et 2500 avec une probabilité de 0,4. Voilà, ce qui s'est passé pour la première modalité de la première année, je le ferai pour la deuxième modalité de la première année également. Donc de la même façon, 1200 de réalisation, voilà, que je suis ici sur la deuxième année. Donc je vais la mettre ici avec une couleur différente. Voilà, donc je choisirai le bleu. Donc ici, vous voyez, donc j'ai une probabilité de 0,4, 1200. Elle-même, celle-là aussi, il va être scindé en deux. Voilà, 1000 avec une probabilité de 0,6 en troisième année et 2500 avec une probabilité de 0,4 en troisième année. Dans la deuxième modalité de la deuxième année, donc 2500 avec une probabilité de 0,6. Et voilà, elle-même, elle est scindée en deux modalités, 2500 et 1000 avec probabilité réciproque de 0,6 et de 0,4. Donc voilà ce que nous avons posé comme arbre de décision. Cet arbre de décision va nous servir de quoi? De calculer l'espérance mathématique de cette manière. Donc la vanne de chaque modalité et la probabilité associée de chaque modalité. Donc pour la première vanne, donc je vais vous montrer comment on a fait. Donc je vais changer la couleur pour que ça soit plus visible. Donc celle-là, je vais faire petit 1. Je vais la mettre ici, juste ici pour comprendre la démarche. Donc comment on a calculé. Donc nous avons cette vanne 1 est égale à 1000 fois 1,1 à la puissance moins 1, c'est le taux d'actualisation, plus 1200, voilà 1200 fois 1,1 à la puissance moins 2, plus 1000 encore, fois 1,1 à la puissance moins 3, moins l'investissement initial qui est moins 3500. Donc je fais mes calculs et je trouve qu'il est égal à 840 000. Maintenant, pour le calcul de cette probabilité 1, 2, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 0,3 fois 0,4 fois 0,6. 0, donc P1, 0,3 fois 0,4 fois 0,6 qui est égal à peu près 0,07 en faisant arrondir à 2 chiffres après la virgule pour la probabilité et en arrondissant à l'unité pour la vanne.
Donc, et par la suite, je fais la vanne I fois la probabilité associée, celle-là fois celle-là est égale à moins 59,4. Donc, je continue de la même façon pour la deuxième, la troisième, et jusqu'à la dernière. Voilà. Je calcule de la même façon. Je fais la somme de ces éléments. Il va me donner directement la vanne, l'espérance mathématique de la vanne qui était égale à 883. Maintenant, pour calculer la variance et l'écart type, je passe par le tableau suivant, dans lequel je vais repliquer les vannes que j'ai trouvées dans l'arbre de décision, en calculant à travers l'arbre de décision. Je le fais pour chacune moins l'espérance mathématique à la puissance 2. Donc voilà, ça va donner les chiffres suivants. Je mets la distribution des probabilités et je multiplie chaque élément. Il va me donner une variance qui est égale à 755 396. Je fais sa racine carrée, je trouve que l'écart type est égal à 869,14. Maintenant, passons à la dépendance, au cas de la dépendance totale. Dans le cas de la dépendance totale, je pose les 3 années. Quel est le principe? Donc le principe c'est quoi? Le principe c'est que dans la dépendance totale, la probabilité de réalisation dans la deuxième année est égale à 100%. C'est-à-dire, voilà, en première année, la probabilité de réalisation est de 30%. Une fois celle-là elle est réalisée, de 30%, à 100%, celle-là elle va être réalisée, et à 100%, celle-là elle va être réalisée. Donc il y a une dépendance totale. Donc dans la même façon, je vais la noter hypothèse basse. Dans la deuxième hypothèse, je passe à 0,7. Donc également, une fois il est réalisé dans la première année, la deuxième année, les probabilités deviennent égales à 100% de réaliser 2500, voilà, et 2500 dans la troisième année. Donc cette hypothèse est appelée hypothèse haute. La vanne associée avec son espérance mathématique, donc on l'a calculé déjà avec l'arbre de décision, est 847. Et la vanne 2 est égale à 2263. D'où la vanne globale est égale à 0,3, celle-là, fois ça, plus 0,7 fois celle-là, égale à 1330. La variance maintenant de la vanne, je passe à son calcul en appliquant sa formule, est égale à 2 031 150. Je fais sa racine carrée, je trouve là l'écart type de cette variance est égal à 1425. Donc après ça, la comparaison il va nous donner que les deux situations de dépendance et d'indépendance sont présentées de la façon suivante. L'espérance dans le cas de la dépendance totale est plus élevée que celui de la dépendance totale. Cela tient du fait que la vanne la plus élevée est affectée à une probabilité très forte de survenance de 70%. L'écart type est également plus important pour la dépendance totale des flux. Ce cas est plus risqué, naturellement. Le scénario d'indépendance des flux provoque un effet de diversification. Les hypothèses extrêmes sont compensées par de multiples hypothèses intermédiaires. Enfin, le dernier élément de notre séance, c'est la dépendance partielle, que nous allons expliquer que cette possibilité correspond davantage à la réalité. Il est en effet rare que le flux de trésorerie d'une année soit totalement indépendant ou totalement dépendant de celui de l'année précédente et ne déterminant rien celui de l'année suivante. Si la première année se révèle excellente, il est possible que la seconde enregistre un recul, mais très peu probable qu'elle se révèle catastrophique. Mais elle ne sera pas nécessairement bonne pour autant, avec une probabilité de 100%. En fonction de différentes hypothèses sur le marché ou les réactions de la concurrence par exemple, les décisions peuvent être fractionnées compte tenu des flux conditionnels prévus.